bienvenue à une nouvelle édition de Midi au Caire. Nous allons passer en revue actuellement les nouvelles qui ont marqué ces dernières 24 heures. Commençons avec cette nouvelle où le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu hier au Caire avec le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, de la coopération politique, militaire et sécuritaire conjointe. Les deux dirigeants ont tenu ensuite une conférence de presse au cours de laquelle le président Abdel Fattah Sisi a apprécié sa pleine appréciation pour les efforts qu'il déploie en faveur de la stabilité et de la sécurité dans son pays, parlant de M. Kiir. Et le président Sisi a également déclaré que des liens éternels lient l'Égypte au Soudan, ainsi qu'une longue histoire au cours de laquelle l'Égypte a soutenu les aspirations du peuple soudanais vers un avenir meilleur. Le président Sisi a eu des entretiens bilatéraux approfondis et fructueux avec le président Salva Kiir, qui ont reflété la volonté politique des deux pays de renforcer le partenariat stratégique intégré entre les deux pays. Au cours des discussions, le président Sisi a souligné le plein soutien de l'Égypte aux efforts du président Salva Kiir et de toutes les parties sud-soudanaises pour parvenir à la paix dans ce pays. Les deux dirigeants se sont également consultés dans le cadre d'un dialogue continu et constructif sur la crise soudanaise et ses répercussions sur la région, en particulier les pays du voisinage. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a souligné que les parties internationales devraient assumer leurs responsabilités juridiques, humanitaires et également politiques pour mettre fin à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Lors d'une réunion virtuelle avec Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, M. Shoukry a jugé important que ces parties devraient adopter des positions claires et franches pour mettre un terme aux violations contre le peuple palestinien, assurer la protection aux civils et rejeter catégoriquement la punition collective menée par Israël. M. Shoukry a dit que tous les pays et parties mondiales influents doivent œuvrer à mettre en place un cessez-le-feu immédiat. Le ministre des Affaires étrangères s'est également entretenu au téléphone avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdul Hayn, et également les deux ministres ont examiné les préparatifs du prochain sommet islamique à Riyad. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, a souligné que les propos d'un ministre israélien sur le recours à la bombe nucléaire à Gaza étaient une preuve sur l'ampleur de la déviation et de l'extrémisme d'un certain nombre de décideurs du gouvernement israélien, étaient des propos inappropriés. Et entre-temps, le terminal de Rafah ouvre toujours ses portes afin de faire entrer les aides humanitaires dans la bande de Gaza. Des blessés palestiniens et des ressortissants continuent d'entrer via le terminal, alors que le ministère de la Santé a déclaré que 17 blessés palestiniens et 166 ressortissants ont reçu les soins médicaux nécessaires hier dès leur arrivée au terminal de Rafah. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abou Zeid, a souligné que les propos d'un ministre israélien sur le recours à la bombe nucléaire à Gaza étaient une preuve sur l'ampleur de la déviation et l'extrémisme d'un certain nombre de décideurs du gouvernement israélien. La communauté internationale doit faire face fermement aux discours de violence, de haine et d'extrémisme, alors que le monde parle du désarmement nucléaire et ses risques. Certains sont avides de plus de destruction et de meurtres, a-t-il dit dans un tweet sur son compte X. Dimanche, les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Gaza et réclamer un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la guerre d'Israël contre la bande de Gaza. Depuis presque un mois, le monde observe la situation qui se déroule en Israël
et dans le territoire palestinien occupé avec choc et horreur face au nombre grandissant de vies perdues et ravagées, ont écrit les chefs des agences onusiennes. Les dirigeants de 18 organisations dont l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont déploré le bilan des victimes de la guerre d'Israël contre la bande de Gaza, déclenchée le 7 octobre par une attaque du mouvement de résistance palestinien Hamas sur le sol israélien. Afin de mieux analyser la situation actuelle dans la bande de Gaza, nous avons contacté par téléphone Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Dr Raouf Ghafar, la situation humanitaire actuelle à Gaza est vraiment à déplorer. Toutefois, même avec une pression de la part de l'opinion publique, on trouve que l'opinion officielle ou les déclarations officielles de l'Occident, surtout des États-Unis, ne sont pas en faveur de trouver une solution à cette crise humanitaire. Selon vous, pourquoi ? Voilà, nous savons pourquoi. Israël contrôle les États-Unis, malheureusement, et contrôle la décision aux États-Unis, encore une fois, malheureusement. Oui. C'est pour ça que, une fois que les États-Unis adoptent une certaine direction, tout le monde occidental va suivre, sans parler, sans discuter. Donc, malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est une situation déplorable. Mais voilà. Justement, hier, nous avons entendu que les États-Unis, ils menacent maintenant l'Iran de ne pas intervenir. Sinon, ils vont déclarer la guerre. C'est-à-dire qu'ils prennent une situation complètement avec Israël. Et ils n'ont pas, ils ne se donnent même pas la peine d'entendre une autre opinion. Oui. Donc c'est pour ça que c'est malheureux, mais sans leur pression, la situation va continuer. Nous voyons des manifestations partout en Europe et même en Amérique, mais personne n'écoute. Et la décision est faite d'endorser Israël, quoi que ce soit ce qu'ils font. Alors, nous espérons qu'ils commencent à comprendre un peu que ça ne peut pas continuer et que si jamais ça continue, tout le monde va perdre et en premier lieu Israël. Oui. Alors également, l'opinion publique, après le 7 octobre, avait découvert que le 7 octobre n'était qu'une réaction à une série d'hostilités israéliennes. Ce n'était pas le début, c'est juste une réaction par le côté palestinien, par le côté militaire du Hamas contre des offensives contre Gaza. Et depuis, les attaques israéliennes continuent sur la bande et des fois également touchent Ramallah et touchent Hébron et touchent d'autres endroits. Et on ne voit pas vraiment la fin de ce tunnel. Selon vous, cette situation, comment va-t-elle se terminer? Comment on va désamorcer cette crise? Comment peut-on terminer ce cauchemar répété tous les jours actuellement? Malheureusement, moi je n'ai pas en tête quelque chose, une solution. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on dit que c'était Hamas qui a commencé, mais la réaction est 100 fois plus grande que ce que Hamas a fait. Oui. Même si on admet que ce sont eux qui ont commencé, etc. Et ils ont tout le droit de se défendre. Hein. Un pays qui est sous siège et sous occupation, ils ont le droit de chercher tout moyen pour leur indépendance. C'est normal. Mais je veux dire que la réaction et la punition collective que Israël est en train de faire, c'est une chose contre toutes les lois internationales et tous les droits de l'homme, c'est-à-dire une situation vraiment sans précédent. Et il continue. Le comble, c'est qu'il continue. Et c'est très malheureux. Oui. Je m'excuse.
Oui, c'est vrai. Docteur Raouf Ghaffar, je vous remercie infiniment pour cette analyse. C'est vrai que la situation sur le terrain est très compliquée pour les Palestiniens. Et on a vu qu'en outre, l'aéroport d'El Arish continue de recevoir des avions humanitaires et des secours à destination de la bande de Gaza pour soulager les souffrances de nos frères palestiniens. Et au cours des dernières heures, l'aéroport a reçu un avion libyen et également un avion grec, en plus de l'arrivée du 14e avion en provenance du pont aérien koweïtien transportant 10 tonnes d'aide et de matériel médical. Pour sa part, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a ordonné d'accélérer le développement de la zone économique du Triangle d'Or. Dr Madbouli s'exprimait lors de sa présidence lundi d'une réunion pour suivre les efforts du développement dans la zone économique du Triangle d'Or, en présence de plusieurs ministres. Et à présent, nous allons regarder ensemble un commentaire concernant le triangle d'or et le développement de ce triangle. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a ordonné d'accélérer le développement de la zone économique du Triangle d'Or. M. Madbouli s'exprimait lors de sa présidence lundi d'une réunion pour suivre les efforts du développement dans la zone économique du Triangle d'Or en présence des ministres du pétrole et des richesses minérales Tariq Al-Molla, du plan et du développement économique Hala Saïd, du commerce et de l'industrie Ahmed Samir et du secteur public des affaires Mahmoud Asmat. Le chef du gouvernement a souligné au début de la réunion que la zone économique du Triangle d'Or est prometteuse et possède de nombreux potentiels, selon de nombreuses études menées par le ministère du Commerce et de l'Industrie et d'autres autorités compétentes. Pour sa part, M. El Molla a souligné l'importance d'avoir une feuille de route pour le développement de la zone, selon les priorités et un plan de promotion spécifique, confirmant qu'il a déjà débuté à promouvoir des objectifs qui s'inscrivent dans le cadre de la compétence du secteur pétrolier. Par ailleurs, El Saïd a affirmé que cette zone est importante pour la participation du secteur privé, notamment qu'il existe une diversité d'activités entre le tourisme, l'industrie et l'agriculture, soulignant qu'il est important dans le cadre de la vision de l'Égypte de promouvoir le rôle du secteur privé et d'assumer le rôle de développement de ces différents projets. La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a affirmé que le taux de croissance annuel réel avait atteint 3,8% en 2022-2023 et c'est en dépit des défis des changements économiques et géopolitiques mondiaux dus à l'augmentation de l'inflation mondiale et à la crise russo-ukrainienne. Dans une déclaration faite lundi à l'occasion de la publication par le ministère d'un rapport sur les importants indicateurs de l'économie égyptienne et leur développement au vu des défis mondiaux actuels, la ministre a fait état de l'augmentation du PIB à 10,2 trillions de livres égyptiennes en 2022-2023 et elle a ajouté que les recettes du secteur touristique se sont chiffrées à 13,6 milliards de dollars durant le même exercice avec un taux de croissance de 27%. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre tournée avec notre programme Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV internationale. Au revoir.